Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture où je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. Alors au mois de mai, c'était le mois de la fantaisie, un challenge littéraire organisé par Piketty Bookin dans lequel, vous l'aurez compris, il faut lire le plus de livres de fantaisie possible. Ça tombe bien, c'est un peu mon genre de prédilection. Du coup, je vais vous présenter les livres que j'ai lus au mois de mai. Là, il y en a 4 et c'est tous de la fantaisie. Et on commence par Les Yeux du Dragon de Stephen King. Stephen King, c'est évidemment un de mes auteurs préférés. J'ai lu pas mal de ses bouquins horrifiques et fantastiques. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a aussi fait de temps à autre quelques écrits de fantaisie, dont notamment celui-là qui est plutôt axé jeunesse, puisqu'il s'agit d'un conte qu'il a écrit en 1987 pour sa fille. Donc ça date un petit peu. Donc ici on va suivre une histoire de complot au sein de la famille royale du royaume de Delin, où le bon roi Roland va mourir empoisonné par le sorcier du royaume qui s'appelle Flag, qui est un homme hyper cruel qui s'amuse à foutre le bordel dans le royaume depuis des siècles, sans que personne ne le sache parce que voilà, il est un peu le roi des déguisements. Évidemment, le fils aîné Peter va être accusé à tort du meurtre de son père, il va être jeté en prison et du coup c'est Thomas, le cadet, qui va accéder au trône, sauf que Thomas, évidemment c'est le cadet un peu manipulable et pas aussi sympa que son frangin. Mais ça, c'était évidemment calculé par Flag, voilà, qui avait mis au point un plan machiavélique. Évidemment, toute la question va être de savoir si Peter va réussir à s'échapper de là où il est emprisonné et si la vérité va être rétablie. Alors, c'était une lecture plutôt agréable, mais en fait, c'était assez différent de ce à quoi je m'attendais. Parce que c'est vrai que quand on voit le titre et puis la couverture, surtout celle-là en plus, on se dit qu'on va peut-être avoir donc vraiment de la fantaisie classique, avec pas mal d'aventures, de péripéties, peut-être pas mal de bestioles, des dragons, de la magie, et en fait, pas du tout. On est vraiment sur un récit un peu à la Game of Thrones, centré sur le complot, la trahison, les jeux de pouvoir au sein d'un royaume. On va pas du tout avoir de dragons et pas du tout, quasiment pas de magie. Alors j'ai cité Game of Thrones, mais ce qui est pas mal, c'est que là c'est pour de la jeunesse, donc on a un nombre de personnages assez limité, ce qui va évidemment faciliter grandement la compréhension, et puis surtout c'est sous la forme d'un conte. Du coup l'histoire elle est assez classique, mais elle fonctionne quand même bien, parce que voilà, l'auteur il est quand même doué, il sait quand même ce qu'il fait. Il n'y a pas le côté horrifique des écrits ordinaires de Stephen King, mais je trouve, moi, qu'on reconnaît quand même sa patte, avec des passages assez osés, un style assez précis, et puis des personnages assez fouillés et développés, sans oublier une petite touche d'humour. Du coup, comme c'est un conte, on va aborder quelques thèmes comme la jalousie, le pouvoir, la famille. Donc c'est plutôt bien construit. Après, franchement, on met un peu de temps à rentrer dedans parce que c'est assez lent. Ça se passe sur plusieurs années. On va souvent revenir en arrière pour en savoir plus justement sur nos personnages, sur leur passé. Et même si ça se lit de façon hyper fluide parce qu'on a des chapitres vraiment très très courts, les chapitres ils font souvent 2 pages, au bout d'un moment on se dit c'est vrai qu'il se passe quand même pas grand chose. Mais pour autant, on est quand même accroché. Je sais pas ce qui fait que ça fonctionne, mais ça fonctionne, et donc c'était quand même une bonne découverte. Et du coup, ce roman peut être un bon point de départ si vous avez envie d'entrer dans l'univers de Stephen King, mais que vous avez un peu peur du côté horrifique. Voilà, ça peut être pas mal, puisque c'est quand même assez accessible. Et du coup, si vous vous lancez, je vous recommande grandement cette belle édition de chez Flammarion, puisqu'on a des petits trous pour les yeux du dragon, on peut voir au travers là. Et surtout on a des belles illustrations en noir et blanc dedans de Nicolas Dufaux qui vont vraiment bien je trouve avec le conte et ça fait un superbe objet que je recommande. On passe maintenant à Sunwing, le tome 2 de la saga Silverwing par Kenneth Oppel, qui date un peu. Silverwing c'est une saga jeunesse de fantasy animalière. Je vous avais parlé du premier tome il y a quelques mois que j'avais beaucoup aimé. Je l'avais lu parce que c'est un peu la série chouchou de Dan qu'il a lu quand il était petit. Il m'avait dit que c'était super, et donc je m'étais lancée, j'avais effectivement plutôt bien aimé. Donc on y suivait une colonie de chauves-souris dont la jeune chauve-souris Ombre allait braver l'interdit de sortir en plein jour, interdit qui avait été posé par les chouettes depuis des milliers d'années. Et évidemment ça allait foutre un peu le bordel et créer toute une série de péripéties. C'était plutôt classique, mais c'était une bonne entrée en la matière, et puis on s'attachait tout de suite au personnage.
Du coup là dans ce tome 2, donc c'est la suite, on va suivre toujours Ombre qui va partir à la recherche de son père, Cassiel, avec quelques membres de sa colonie, jusqu'à ce qu'ils tombent sur un bâtiment créé par les humains, un peu bizarre, qui les interpelle. Ils vont rentrer à l'intérieur et découvrir un véritable paradis où il y a pas mal de chauves-souris, de colonies différentes qui vivent là. L'endroit a vraiment l'air d'être un vrai paradis, hein. Ils sont à l'abri des chouettes, à l'abri de l'hiver, ils ont toute la nourriture qu'ils veulent, ils sont également à l'abri de Goth, ou de Goth, je ne sais pas, qui est la chauve-souris cannibale qu'on a vu dans le tome 1 et qui est le méchant, le grand méchant. Et du coup, Ombre et sa colonie vont un peu s'établir dans ce bâtiment, jusqu'à ce qu'on se rende compte quand même qu'il y a quelque chose qui cloche, et que en fait c'est pas forcément un paradis créé pour eux, et que les humains s'en servent pour faire des trucs. Donc évidemment, Ombre, lui, va s'en rendre compte, il va tout faire pour tenter de sortir sa famille de là. C'était vraiment trop bien. Si le premier tome il était sympa mais pas ouf, celui-là je le trouve vraiment vachement mieux. Déjà parce qu'il est assez surprenant et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi sombre. Parce qu'en fait ce que les humains font avec les chauves-souris dans ce bâtiment c'est horrible et je m'y attendais pas du tout. Donc évidemment ça fait énormément réfléchir à la cause animale et pour la jeunesse, je pense que c'est super. Et ce qui est encore plus horrible, c'est qu'on apprend à la fin du bouquin que l'écriture de ce scénario a été inspirée d'un fait réel, d'une vraie anecdote historique, qui du coup fait froid dans le dos et qui nous montre encore une fois toute la cruauté dont est capable l'humanité. Si le tome 2 est encore meilleur que le tome 1, c'est parce qu'on a encore plus toute la mythologie des chauves-souris qui va se construire. On va aussi en apprendre beaucoup plus sur ces fameuses chauves-souris énormes et cannibales qui viennent du sud. On va en apprendre plus sur leurs croyances, leur religion, leurs dieux, sur leur but. Et ça va être l'occasion aussi de faire un voyage vers le sud et puis d'être un peu dépaysé. Je trouve que c'est vraiment un chouette livre jeunesse qui pourra faire réfléchir les enfants et en même temps il y a plein d'actions, il y a plein de rebondissements, ça se lit super vite et voilà, on est tenu en haleine. Et puis ça propose des belles valeurs comme le courage, l'amitié et la famille. Et puis on a nos personnages qui continuent d'évoluer, hein, avec notamment Ombre qui grandit, qui est beaucoup moins naïf et qui gagne de plus en plus en courage. Et voilà, ça fait encore des personnages hyper attachants et j'ai super hâte de lire le tome 3. J'ai enfin lu La Belle Sauvage, le premier tome de la trilogie de la poussière, donc de Philip Pullman, qui est donc la trilogie préquelle à la croisée des mondes. Et donc si j'ai mis autant de temps pour me lancer dans cette lecture de La Belle Sauvage, c'est parce que avant j'avais absolument envie de relire toute la trilogie d'À la croisée des mondes, parce que la dernière fois que je l'ai lu c'était il y a 10 ans et je ne m'en rappelais absolument pas, et voilà, il fallait que je me remette un peu dans l'histoire, que je me rappelle des personnages, etc. Et que je pose un regard neuf sur la trilogie. Donc là, La Belle Sauvage, donc c'est le premier tome de la nouvelle trilogie dans laquelle Lyra est un bébé, et qui se passe donc bien avant vers les événements d'À la croisée des mondes. Donc nous, on va suivre Malcolm, un jeune garçon de 11 ans qui a une vie plutôt paisible à l'auberge de la Truite, où il aide ses parents et où il fait la rencontre de nombreux visiteurs. Et puis un beau jour, certaines personnes semblent pas mal s'intéresser à Lyra, le petit bébé qui est sous la protection des bonnes sœurs situées dans le couvent juste à côté de l'auberge, là où il va de temps en temps donner un coup de main, jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus insistant et qu'il y ait une réelle menace vis-à-vis de Lyra, auquel Malcolm s'est très attaché. Du coup, il va devoir fuir en pleine tempête avec Alice, avec qui il travaille à l'auberge, et donc la petite Lyra, tout bébé, à bord de son canoë La Belle Sauvage, pour protéger Lyra et puis la ramener à son vrai père, Lord Asriel. Donc concernant ma relecture d'À la croisée des mondes, je dois avouer qu'elle a pas été aussi géniale que ce que j'avais en mémoire il y a 10 ans. Je m'étais vraiment fait une vision assez idyllique d'À la croisée des mondes. Je pense que j'avais une lecture assez naïve à l'époque, et j'avais vraiment adoré, et là quand je l'ai relu, j'ai aimé, mais j'ai été un peu déçue. Il y a quelques éléments qui m'ont un peu déplu, notamment le personnage de Lyra qui est absolument insupportable. C'est peut-être que voilà, avec l'âge, j'ai pu comprendre les thèmes qui étaient vraiment traités profondément dans À la croisée des mondes. Peut-être que j'étais complètement passée à côté il y a 10 ans, et du coup ça m'a un petit peu, voilà, il y a des petites choses qui m'ont un peu dérangée, mais bref.
Donc j'avais un peu peur du coup de le lire La Belle Sauvage, parce que je me suis dit, voilà. Hein. Et finalement, j'ai quand même vachement aimé, j'ai vraiment apprécié ma lecture. À la croisée des mondes, même si c'est jeunesse aussi, c'est quand même plus sombre et plus complexe, en tout cas pour l'instant, que La Belle Sauvage. La Belle Sauvage, même s'il y a des éléments assez sombres, j'ai trouvé que c'était quand même plus léger et plus simple, plus facile d'accès, peut-être plus fluide aussi. Oh! Oh, c'est très pratique ça. Ben, j'ai pas du tout l'air con comme ça. Donc en fait, La Belle Sauvage va se découper en deux parties. La première partie va être très calme, très posée, puisqu'on va nous présenter Malcolm et sa vie quotidienne. Pendant vraiment 250 pages, donc c'est-à-dire la moitié du roman, on va vraiment suivre Malcolm qui travaille à l'auberge, qui va aider le charpentier, qui va aider les bonnes sœurs, qui va faire la connaissance de Lyra. C'est assez lent, ça fait très tranche de vie, mais moi j'ai adoré cette première partie, c'est vraiment celle que j'ai préférée. Et je pense que ce sera peut-être pas du tout le cas des autres personnes. Si je l'ai préférée, c'est parce que contrairement à Lyra, Malcolm est vraiment un personnage trop chouette, il est génial. C'est la gentillesse incarnée. Il est intelligent, il est curieux, il est prêt à tout pour rendre service à tout le monde, il rechigne jamais à aider ses parents à l'auberge. Il est juste adorable. Donc pour le coup, si vous avez pas aimé À la croisée des mondes à cause de Lyra, penchez-vous sur La Belle Sauvage parce que Malcolm, c'est pas possible de ne pas l'aimer. Et puis, même si Lyra est là, c'est un bébé, donc elle passe son temps à gazouiller et à rigoler, donc voilà, elle est plutôt mignonne, ça va. Du coup, il faut vraiment attendre que Malcolm s'enfuit avec Lyra et Alice pour que les péripéties arrivent. Alice qui est aussi un personnage plutôt intéressant, même si elle a un sale caractère, on sera un petit peu la remplaçante de Lyra dans cette trilogie, je pense. Mais voilà, avec tout ce qui va se passer, ils vont se lier tous les deux avec une belle amitié. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'ils se retrouvent donc à bord du canoë. Des suites de la tempête, il y a absolument toute la région qui est inondée, mais vraiment sous des mètres et des mètres d'eau. Et j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qui s'en dégage, du coup, un peu des airs de fin du monde, de survival, puisqu'ils vont devoir survivre coûte que coûte, et puis s'occuper d'un bébé, c'est pas forcément évident puisqu'ils ont une dizaine d'années. Donc il va falloir trouver du lait, des couches et ce genre de choses. Et voilà, ça crée une atmosphère un peu irréelle que j'ai bien aimée. Et du coup, c'est l'occasion pour l'auteur de mettre pas mal de créatures de fantasy, de créatures imaginaires dans ce roman, beaucoup plus, je trouve, qu'à la croisée des mondes. On va avoir des sorcières, des géants, des fées, et ça c'est très plaisant à lire, là, j'ai beaucoup aimé. C'était quand même une bonne idée de relire À la croisée des mondes parce qu'on va quand même apprendre des choses en lien avec À la croisée des mondes dans ce roman. On va en apprendre plus sur les alétiomètres, on va revoir évidemment Madame Coulter et puis Lord Asriel, on va en apprendre un petit peu plus sur la poussière, sur l'église et ses institutions toutes puissantes, et il y a un vrai climat de peur à ce moment-là, justement à cause de l'église qui est hyper toute puissante et qui est très malsain, hein, c'est-à-dire qu'on a un vrai climat notamment de délation même au sein des écoles, et donc on a vraiment un contexte qui se met en place qui est assez flippant et qui va nous permettre de comprendre jusqu'où on est arrivé à la croisée des mondes et ce qui se passe. Donc évidemment ça permet à l'auteur de nous faire nous questionner sur notre rapport à la religion, sur notre façon de la pratiquer, les excès, les abus, etc. Mais ça prend beaucoup moins de place dans le roman que dans À la croisée des mondes, et du coup ça rend la lecture plus fluide et moins prise de tête. Donc c'était vraiment une bonne lecture. Le point fort du roman, c'est le personnage de Malcolm, j'ai hâte de le retrouver dans la suite. Et on termine avec Neverwhere de Neil Gaiman. Neil Gaiman, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup et je peux pas m'empêcher de lire ses romans avec beaucoup d'avidité. Et celui-là me faisait très envie puisqu'il s'agit d'un roman d'urban fantasy. Donc l'urban fantasy, c'est un sous-genre de la fantasy que j'aime beaucoup et dont j'ai envie de lire plus de livres. Et donc on va retrouver tous les éléments de la fantasy classique, hein, par exemple, je sais pas, des créatures imaginaires, mais sauf que ça va se passer dans un univers plutôt urbain et civilisé. Donc ici on va suivre le personnage de Richard Mayhew, qui va s'installer à Londres pour son nouveau travail dans un bureau. Voilà. Donc il mène une vie plutôt banale avec sa fiancée lorsqu'il va croiser le chemin de Porte, qui est mal en point et qui est poursuivi par deux hommes assez bizarres.
Évidemment, il va lui venir en aide, il va la ramener chez lui, et le lendemain, quand ça ira mieux, elle va partir, et il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Sa fiancée va le larguer, plus personne ne le voit dans la rue, plus personne ne le voit au travail, il est devenu complètement invisible, comme si son existence avait été complètement effacée. Il va donc découvrir que l'unique endroit où il peut se réfugier, c'est le Londres d'en bas, dans les égouts et des endroits crasseux et dangereux où vivent des créatures fantastiques et toutes les personnes que ceux d'en haut ont oublié eux aussi. Il va du coup retrouver Porte et tout faire pour retrouver sa vie d'avant. J'en dis pas trop parce que c'est quand même bien de découvrir voilà, l'histoire par vous-même si vous le lisez. C'était vraiment trop bien. Est-ce que c'est un coup de cœur? À ça du coup de cœur. Mais c'est pas un coup de cœur. Alors à la base c'est une série de télé que Neil Gaiman a créée pour la BBC en 96, mais il a pas été hyper satisfait du résultat. Du coup, il a décidé d'en faire un roman afin de mettre tous les éléments qu'ils ont coupés dans la série. Ce roman, il l'a plusieurs fois remanié, et du coup là c'est la version définitive de 2005 que j'ai pu lire. Comme Richard, on est un peu perdu au début, dans ce monde d'en bas, dont on comprend pas trop les règles, on sait pas qui pourchasse Porte, qui elle est. Et vraiment, pour apprécier ce roman, il faut accepter d'être largué et de prendre les informations au compte-gouttes, comme le personnage de Richard. Mais Neil Gaiman est vraiment doué, je trouve, pour raconter des histoires, avec son style est vraiment hyper particulier, et il a vraiment une faculté à retranscrire parfaitement l'ambiance et l'atmosphère qu'il peut y avoir à Londres, dans celui d'en haut et dans celui d'en bas. Et comme il connaît Londres comme sa poche, et ben on va apprendre pas mal de choses sur le Londres d'un point de vue historique, géographique, et on est complètement plongé dans cet univers urbain, et ça marche super bien. Pareil, les personnages sont vraiment hauts en couleur et assez réussis. Donc on a Richard d'un côté qui au début n'a pas forcément beaucoup de personnalité, qui va être un peu un poids mort pour Porte quand ils vont être dans le Londres d'en bas, mais comme il s'agit d'une quête initiatique, et bien au fur et à mesure du roman, il va s'étoffer, découvrir qui il est, s'affirmer et devenir un peu plus intéressant. Le personnage de Porte est plutôt cool aussi, puisqu'elle a le pouvoir d'ouvrir toutes les portes et toutes les serrures, d'où son nom. Et du coup, ensemble, ils vont former une équipe, avec également le marquis de Carabas et puis Chasseur, qui eux aussi sont des personnages, je pourrais en parler pendant longtemps, mais on va dire qu'ils vous réservent leur lot de surprises eux aussi. Mais surtout, les deux personnages vraiment géniaux et hilarants du roman, ce sont les deux méchants, les deux tueurs qui sont aux trousses de Porte, qui sont Monsieur Croup et Monsieur Vandemar, qui sont hyper cruels mais hyper drôles, puisqu'on a Monsieur Croup qui va avoir un langage complètement en contradiction avec son côté cruel, et Monsieur Vandemar qui lui est un peu simplet, un peu bête, et qui passe son temps à avoir envie de manger. Mais il mange pas des trucs normaux. Voilà, donc Neverwhere, je le recommande à ceux qui connaissent déjà bien Neil Gaiman et qui aiment bien son style, parce que je pense que c'est pas forcément le plus facile à aborder. On a un univers sombre, on a l'humour évidemment décalé et complètement britannique qui est bien là. Les créatures sont toujours reliées de près ou de loin au folklore et à la mythologie, comme Neil Gaiman sait bien nous faire dans tous ses romans, donc ça moi j'adore, c'est un point qui me plaît vraiment. Le point qui a peut-être changé ce coup de cœur en juste c'était très bien, c'est le fait que l'intrigue est peut-être un peu sans surprise. Voilà, le but va être de savoir qui a assassiné le père de Porte en fait. Et bon, voilà, on sait un peu dès le début qui ça va être. Mais voilà, c'est pas gênant puisque moi c'est pas ce que je recherchais dans le roman, je cherchais vraiment un univers hyper riche, hyper bien construit. Et c'est ce que j'ai trouvé. Après 500 pages, c'était presque encore trop court. Parce que quand on ferme le roman, on n'a qu'une envie, c'est d'y replonger dedans, ou qu'il y ait une suite, ou que sais-je. Donc c'était vraiment top, et je le recommande vivement. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de mai, des lectures donc de fantasy. J'en ai encore d'autres, mais que je vous présenterai dans un autre point lecture pour pas que ça dure des plombes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos dernières découvertes, lectures, est-ce que vous lisez de la fantasy ou pas, est-ce que vous avez participé au challenge, n'hésitez pas à me le dire. Du coup c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et puis ça nous aide beaucoup.
Vous pouvez aussi venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram, tous les liens sont dans la description, ainsi que tous les articles complets des chroniques que je viens de vous faire sur pugoscope.fr, là aussi les liens sont dans la description. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous. Alors au mois de mai, j'ai lu pas mal évidemment de ces écrits, j'allais dire érotiques. Non, pas érotiques. Ah, ça peut peut-être être une bonne pote. Et c'était Dan qui me l'avait conseillé parce que c'était un peu sa saga. Vraiment bien aimé le premier tome, avec le personnage d'Ombre, donc une jeune sauve-souris. Ah, c'était sûr, j'allais dire sauve-souris, c'était sûr.